créé une boîte de recrutement international en temps de Covid. Donc là où les frontières sont fermées, on appelle, c'est du challenge, c'est vraiment challengeant. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans la rencontre à Lyon. J'ai développé une application de rencontre, en fait. Et cet aspect social de rencontre, c'est très important pour moi, que ce soit amical ou même amoureux. Mais vraiment, cette rencontre. C'était du dating ? Ouais, c'était du dating, c'est ça. C'était quoi le nom de ton app ? Avant de commencer le podcast, 1 minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc. auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un coup d'œil non seulement au programme mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de 2 semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Marion Félix, ingénieure logiciel et confédérateur du monde. Confédératrice, putain. Je vais la refaire. C'est toujours comme ça, la première, j'arrive toujours à la foirer. Enfin bref. C'est ok, cofondatrice. On va y arriver. Mais laisse-le, c'est rigolo. Confédératrice du monde. Ok. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Marion Félix, ingénieure logiciel et cofondatrice de chez Mappler. Mais oui. Bonjour. Salut Marion. Salut, comment ça va? Mais ça va super, merci. Ça va très bien. T'es à Montréal en ce moment? Oui. Tu viens à Montréal? Je suis à Montréal. Ouais, je suis à Montréal, là, en centre-ville, tout ça. Mais justement, ouais, j'allais dire ça, on a eu nos premières neiges hier. Il a neigé pour la toute première fois là cette année, donc le 16 novembre. Mais c'était genre je dis c'est de la bébé neige, c'est de la toute petite neige, elle tire même pas là, c'est même pas blanc ni rien. C'était vraiment juste quelques petits flocons. Mais c'est ça, normalement là on va avoir, je pense, on espère qu'il va neiger à Noël, parce que c'est trop beau sous la neige Montréal. Mais c'est ça, là normalement en novembre, là le temps il est, on a nos petites vestes d'hiver, il doit faire 5 degrés, je pense 5-6 degrés dehors, donc on n'a pas encore des températures trop négatives, donc c'est bon. Donc la légende qui voudrait qu'il fasse moins 20 toute l'année, sauf 2 semaines par an, à Montréal est complètement fausse. Ça me fait trop rire, ça. Ouais, c'est genre, oui, il y a une ville souterraine, tu vas avoir trop froid et tout, tu vas perdre tes cheveux tellement que tu vas avoir froid. Mais non, en fait, non. Généralement, le gros froid, moi, ce que je dis, en plus, moi, je viens du sud de la France, donc en plus, moi, le froid, c'est vrai que j'en avais un petit peu peur, bien que je sois née en Alsace, mais ouais, c'est vrai que j'ai vécu la majorité de ma vie à Montpellier. Mais non, il fait pas froid. En fait, les gros froids, ça va être vraiment janvier, février, où là, tu vas avoir des températures, on peut aller vraiment moins 25, des gros froids, mais c'est temporaire, en fait. C'est des gros moments, enfin, c'est des petits moments où il fait vraiment froid. Sinon, le reste du temps, c'est correct. Là, genre en décembre, pas si froid que ça. Et janvier, février, c'est sûr que il faut être bien habillé. D'ailleurs, on dit au Canada que en fait, c'est pas qu'il fait froid, c'est juste qu'on est mal habillé. Donc parce que quand t'es bien habillé, t'as pas froid en fait. T'as pas froid parce que c'est un froid sec. Souvent, je le compare avec le ski. Quand tu vas skier, il fait froid, mais il fait beau, t'as un beau soleil et tout. Donc c'est un petit peu ça qu'on ressent ici l'hiver. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je l'ai fait très rapidement, très succinctement, et par la même occasion nous présenter Mappler, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Du coup, moi, c'est Marion Félix. Donc, comme tu l'as dit, cofondatrice de Mappler. Donc, on a cofondé Mappler en 2019, mais je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est. Mais en fait, le but vraiment de Mappler, en une phrase, c'est d'accompagner les profils tech dans leur projet d'expatriation au Canada. Moi-même, en fait, je suis tech, donc j'ai un background technique. Je suis ingénieure en informatique. J'ai fait mes études sur Montpellier. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le développement. J'ai fait du .NET. Après, j'ai fait du full stack Java Angular. Et comme toi, après, j'ai fait du développement mobile. Ça a commencé par une aventure
d'entrepreneur, une aventure entrepreneuriale où j'ai développé une application mobile pendant presque 3 ans. Donc là, j'ai découvert le Swift et j'ai adoré ça. Après, j'ai fait pas mal de freelance où justement je développais des applications mobiles sur Lyon parce que j'ai vécu aussi à Lyon pendant un petit moment. Puis c'est ça en fait, j'ai décidé de créer Mapleur. Après, je vous expliquais aussi pourquoi, mais ouais, à la base, moi, je suis vraiment une développeuse. Moi, je suis passionnée par le développement, je suis passionnée par l'informatique, je suis passionnée vraiment par la technique. J'ai toujours voulu faire ça dans ma vie. J'ai vraiment choisi mes études parce que je voulais faire ça. Mais je suis entrepreneur aussi. J'adore créer des nouvelles choses. J'adore rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux environnements. Et donc, Mapleur, c'est un peu ça. C'est vraiment le mix entre la tech, mon côté voyage aussi, parce que j'adore voyager, et le côté entrepreneur. Donc c'est vraiment un beau mélange qui fait que voilà, je suis là aujourd'hui devant toi pour parler de ça. Ça fait combien de temps que tu as créé la boîte? Alors, on a créé Mapleur en février 2019. Donc février 2019, tout début 2019. Donc voilà, on a commencé tranquillement. Puis après, il y a eu la pandémie, là où le Covid, là, peu importe comment on l'appelle, qui a fait que, créer une boîte de recrutement international en temps de Covid. Donc là où les frontières sont fermées, on appelle, c'est du challenge, c'est vraiment challengeant. Tu m'étonnes. Mais ça a été un sacré challenge parce que oui, on a créé Mapleur en fait en même temps que on a créé la Covid, j'ai envie de dire, mais en fait pendant la pandémie. Donc c'était intense. On s'attendait pas à ça, mais ouais, c'est ça. Je suis assez fière aujourd'hui en fait de le dire parce que oui, on l'a fait. Vous avez survécu parce que j'imagine que pendant de longues périodes durant cette pandémie, vous n'avez pas pu, vous pouvez plus travailler, non? Comment ça se passait? Effectivement, en fait, nous, si tu veux, donc Mapleur, je vais vite expliquer ce qu'on fait. Donc oui, on accompagne des personnes pour venir s'installer au Canada. Donc dans l'accompagnement, il faut traverser l'océan et venir au Canada. Sauf qu'avec la pandémie, tout était fermé. C'est la première fois je dirais dans notre vie qu'on voit ça, quoi, des frontières qui sont fermées, qu'on ne peut plus bouger. Donc clairement, nous, on pouvait plus faire venir personne. Donc c'est sûr qu'en termes de business, ça s'est pas mal stoppé, mais en fait nous on a totalement continué à travailler, donc on a continué à rencontrer des gens, on a continué à envoyer de l'information, on a continué à garder espoir, parce que moi je suis très optimiste, donc à chaque fois je disais mais non, je suis partie de ces personnes qui disaient oh non ça va finir dans 1 mois, dans 2 semaines, t'inquiète pas, etc. Mais en fait je suis tellement optimiste, je suis restée optimiste avec Mapleur, je dis non mais c'est bon, ça va le faire, donc je gardais contact avec les gens, je continue à donner de l'information, j'ai continué beaucoup, j'ai fait beaucoup de marketing, t'as dû voir passer ces petits trucs un peu partout, voilà, sur les réseaux. J'ai adoré faire ça, j'ai continué à rencontrer du monde. Puis j'ai pris du temps pour moi aussi parce que c'était compliqué, la pandémie, en tant qu'entrepreneur, mais aussi personnellement. Ça a touché aussi ma famille, donc c'était des moments où j'ai pris ce temps aussi pour découvrir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc en fait, ça a été profitable dans tous les sens, c'est sûr. Ce temps, mais voilà, après quand les frontières sont réouvertes avec les permis de travail qui ont repris, j'ai repris contact avec toutes les personnes que j'avais rencontrées et puis ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à toi personnellement à t'expatrier finalement au Canada? En fait, moi, ça a toujours été mon rêve de m'expatrier. En fait, pas forcément m'expatrier, mais de découvrir le monde. J'adore voyager, j'adore rencontrer des cultures différentes, des personnes de nationalités différentes. J'adore apprendre des nouvelles langues, j'adore découvrir. Donc ça a été ce côté de découverte. Puis après, on va dire que l'Amérique du Nord, ça a toujours été un petit peu mon rêve aussi. J'avais un gros drapeau des États-Unis depuis que je suis toute petite dans ma chambre. Et comme je suis quelqu'un de très visuel, en fait, j'arrive à me projeter vraiment dans ma tête. Et en fait, je pense que d'avoir ce drapeau derrière moi toute ma jeunesse a un peu fait qui je suis aujourd'hui, mais maintenant j'ai les coordonnées de l'aéroport de Montréal juste derrière moi. Mais c'est ça en fait, j'ai toujours voulu aller en Amérique du Nord, donc le Canada pour moi c'est une super première étape dans mon projet. Je sais pas si je vais y rester toute ma vie, en tout cas moi je suis tombée en amour avec Montréal et le Canada, donc ça risque d'être le cas, mais j'aime aussi les États-Unis, j'aime découvrir peut-être même d'autres continents. Je suis pas fermée à ça, mais c'est ça. Donc tu me parles d'Amérique du Nord, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi plutôt le Canada? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de s'expatrier au Canada qu'aux États-Unis? Alors pour répondre à ta question, déjà, je pense que oui, c'est quand même une bonne première étape le Canada. Souvent, moi, je rencontre des personnes qui ont comme ambition d'aller aux États-Unis, mais ils vont commencer d'abord par le Canada, notamment le Québec, parce que en fait, c'est francophone. Bien que la moitié, tout le monde est bilingue, mais en fait, beaucoup de choses se passent en anglais. Déjà, c'est francophone. Donc du fait que ce soit francophone, c'est sûr que ça facilite pour une première expérience d'expatriation. Et c'est aussi mon cas parce que je me dis que c'est quand même plus simple, puis ça attire énormément. Mais souvent, les personnes me disent, voilà, je vais faire quelques années au Canada, puis une fois que tu es résident permanent des Canada, après c'est aussi beaucoup plus simple de partir aux États-Unis. Donc c'est un peu
un peu une vision comme ça qu'il faut avoir. Mais pour répondre en toute franchise à ta question, Mapleur et l'union entre Maxime et moi, donc les deux cofondateurs, Maxime étant canadien et moi entrepreneur, en fait je dis souvent que je vais donner l'amour de l'entrepreneuriat et lui l'amour du Canada, donc ce qui fait que Mapleur, on a décidé de le créer au Québec. Et lui est originaire du coup du Québec? Oui, Maxime est québécois. Il est québécois, oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes sur ton expatriation à toi? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, si je puis dire? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Déjà, moi, c'est assez drôle quand j'explique, parce que tout le monde me dit, mais t'as eu un permis de travail pour venir créer ton compagnie au Canada, etc. Et en fait, il faut dire que en fait, j'ai eu un peu par chance ce permis de travail. En fait, pour venir au Canada, tu as plusieurs possibilités en termes de permis de travail. Et il y en a un qui s'appelle le PVT, permis vacances-travail. Et en fait, c'est un tirage au sort. Donc, tu t'inscris dans un bassin de candidats, pour faire très simple, puis tu es tiré au sort, tu vois. Mais c'est un peu un coup de chance, parce que tu as beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur ce permis-là, et puis surtout que c'est un permis de travail ouvert, donc tu peux travailler pour n'importe quelle entreprise, etc. Donc, moi, je me suis inscrite à la base pour faire des screenshots pour montrer aux gens comment faire. Parce que je me formais quand j'ai créé Mapleur, moi oui, c'est ça. Donc je faisais des screenshots, puis je regardais un petit peu comment faire, etc. Donc je me suis dit, je vais au bout, là, je m'inscris. Et genre, une semaine après, j'ai été tirée au sort. Donc là, je me dis, écoute, moi, je crois beaucoup au destin, là. Je me dis, écoute, il y a le destin, là, qui a toqué à ta porte, là, Marion, là, c'est plus le temps, là, il faut y aller. Donc, j'ai eu mon permis de travail. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée aussi, en février 2019, en pleine tempête de neige, forcément, là où tout le monde a envie de s'installer, tu sais, l'été ou pendant l'été indien, quand il fait beau. Moi, c'était février 2019. Donc, c'est ça. C'était vraiment, il faisait... je t'ai dit, les mois les plus froids, c'est ça, janvier, février. Alors, tu sais, quand t'as ta valise, là, moi, qui était bien lourde, parce que oui, le gros challenge, savoir qu'est-ce que tu mets dans ta valise, mais de la traîner dans de la neige, c'est aussi un gros challenge. Mais c'est génial. C'était trop drôle. J'ai des trop bons souvenirs. Et puis, quand t'appelles ta famille en disant, c'était trop rigolo, je suis arrivée, il neigeait et tout. Mais ouais, ça, c'est mon bon souvenir pour mon expatriation à moi. C'était ça. C'était ce coup de chance du permis de travail, puis d'arriver comme ça, dans un nouveau pays, en pleine tempête de neige. Mais c'est juste génial. Le dépaysement est garanti, là. Mais oui, mais c'est trop bien. Après, moi, par contre, je connaissais déjà beaucoup le Canada. J'y vais presque tous les ans, même avant Mapleur. Donc, je connaissais déjà. Après, j'y suis jamais allée en hiver. Donc, c'était mon premier hiver, en fait. C'était vraiment ça parce que l'hiver, c'est sûr que généralement, les périodes janvier, février, c'était pas là où je prenais mes vacances. Tu sais, je prenais plus des vacances septembre, juillet, août. Donc, au final, j'avais jamais expérimenté Montréal sous la neige. Donc c'était la première fois, c'était vraiment pendant mon expatriation, mais j'ai trouvé ça assez... C'est pas si pire en fait, parce que tout le monde me disait « Oh, tu vas avoir froid !» Alors moi, j'avais acheté ma veste à Lyon, je me rappelle, parce que j'avais peur en fait de descendre de l'avion et de geler sur place. Donc j'avais acheté ma veste à Lyon, alors que maintenant je conseille à tout le monde d'acheter leur veste au Canada, parce qu'elle est bien moins chère, parce que j'ai payé un petit peu cher ma veste, mais j'avais tellement froid, j'avais peur d'avoir froid, mais au final, c'était pas si pire, quoi. C'était vraiment pas si pire. Donc, si j'ai bien suivi, tu as lancé Mapleur avant même d'être toi-même expatrié au Canada. Ouais, ça s'est fait en même temps. En fait, Mapleur, je me suis auto-accompagnée, quoi. Mapleur, j'ai été la première bêta-testeuse de Mapleur. Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Parce que en faisant le tuto, tu l'as fait toi-même et hop, ça y est, t'as été prise, quoi. Incroyable. J'ai suivi ma propre formation, je l'ai expérimenté en même temps et en fait, c'est pour ça que Mapleur, moi, je le vis à 300% parce que c'est toute ma vie aujourd'hui. Je l'ai créé pour moi, mais aussi maintenant, je veux faire profiter aux autres tout ce que j'ai vécu. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent justement des questions sur comment on s'expatrie, est-ce que tu peux nous faire une petite liste, nous partager un petit peu aujourd'hui quels sont les moyens qui existent pour s'expatrier au Canada ? Oui, bien sûr. Pour faire simple, parce que c'est sûr que le monde de l'immigration, c'est assez complexe. Maintenant, c'est mon métier, donc je connais très bien. Puis on travaille avec des avocats pour avoir vraiment toujours être à jour des nouveautés, parce qu'il y a des nouveaux programmes qui sortent tout le temps, des nouvelles choses à savoir. Mais pour faire vraiment simple, pour les personnes qui veulent s'expatrier au Canada, le programme le plus simple, notamment pour les Français de moins de 35 ans, ça va être le programme Expérience Internationale Canada. Donc c'est un programme, comme je l'ai expliqué, il y a le PVT, celui dont j'ai bénéficié. Donc ça, c'est le fameux permis de travail ouvert où tu es tiré au sort.
en fonction des places et des quotas. Mais dans ce programme-là, tu as aussi le permis jeune professionnel, donc qui permet pareil aux jeunes de moins de 35 ans. Donc après, il faut être dans une nationalité où il y a un accord avec le Canada, mais la France, ça fonctionne très bien. Après, il y a sur le site, on peut mettre son pays de nationalité et voir si l'accord existe. Mais en gros, pour les Français de moins de 35 ans, si tu es sponsorisé par une entreprise, donc si tu as une offre d'emploi d'un employeur canadien, tu peux bénéficier en fait d'un permis de travail fermé d'une durée de 2 ans, notamment pour la France. Donc ça veut dire que ça te permet d'avoir une expérience au moins de 2 ans. On appelle ça un permis temporaire. Donc pendant 2 ans, tu peux travailler pour cet employeur, etc. Et puis après, tu peux bien évidemment, une fois que tu es sur place, renouveler pour un autre permis ou faire ta demande de résidence permanente. Donc là, c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai fait aussi. Mais en gros, le plus simple, c'est vraiment ça. Sinon, pour toutes ces questions-là, moi, j'organise aussi des webinaires où j'explique comme ça tous les mois un peu toutes les nouveautés en termes d'immigration, parce que comme je t'ai dit, ça change tout le temps. Donc, je fais en sorte justement de donner cette information régulièrement. Tu m'enverras tous les liens, on les mettra en description de la vidéo et du podcast. Pour tous les gens que ça intéresse, vous pourrez aller regarder. Combien de temps est-ce que ça prend finalement entre le moment où je me dis « Ah ben tiens, ça serait super cool d'aller vivre au Canada », j'enclenche les démarches, au moment où je descends de l'avion justement en plein blizzard et je me dis ça y est, je suis canadien. C'était très cliché comme question. Mais oui, tellement en plein blizzard. Tu sais, tu descends de l'avion. Alors voilà, en plus je te dis, moi j'imagine, voilà, j'étais en train de t'imaginer descendre de l'avion, c'est genre tu glisses et tout, t'as le vent, t'avances. Non, en gros, on me pose souvent cette question. Et ça dépend de tellement de choses. Par exemple, moi, j'accompagne à la fois des gens célibataires qui viennent tout seuls, sac à dos, et à la fois des personnes qui viennent en famille, avec des enfants, avec vraiment, tu sais, les animaux, etc. Donc, tout dépend vraiment de ton contexte. Mais on va dire un cas vraiment, par exemple, un couple qui veut venir au Canada, qui a généralement 3 mois de préavis en France. Donc, déjà, il y a le moment où tu as l'offre d'emploi d'un employeur. Donc déjà ça, après potentiellement t'enclenches ta démission, donc déjà t'as 3 mois en fait, t'as 3 mois de base, et nous en fait on essaye en 3 mois de faire toutes les démarches, tout ce qui est demande de permis, mais en fait en 3 mois, je pense que c'est en 3-4 mois, vraiment, ça peut être très rapide, même parfois beaucoup plus rapide, mais ça dépend vraiment si par exemple tu peux avoir un préavis d'1 mois, si on va vraiment vraiment vite, après si t'as déjà par exemple ton PVT avant, ça peut aller encore plus vite, mais généralement c'est entre 3 et 6 mois je dirais. D'accord. J'imagine qu'aujourd'hui, dans les prestations, est-ce que tu peux peut-être nous lister les prestations que vous proposez? Tu nous as dit globalement que c'était un accompagnement. J'imagine que vous aidez les gens à trouver une entreprise au Canada aujourd'hui? Ouais, en fait, Mapleur, ce qu'on fait, donc déjà, on accompagne les personnes de A à Z dans leur projet d'expatriation au Canada. Donc, nous, on est spécialisé dans les profils tech. Donc, on accompagne les personnes autour des métiers du développement, donc des développeurs, des développeuses, Scrum Master, on a des QA, chargés de projet, des fonctionnels aussi. Donc, c'est vraiment les métiers autour de la tech. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 modèles d'affaires. On a la possibilité de mettre en relation ces personnes-là avec nos partenaires. Donc, nous, on a des partenaires au Canada. On travaille avec des startups, des éditeurs, des grands groupes qui recrutent en interne chez eux les personnes. Donc, nous, en fait, on met les personnes en relation. On s'occupe à la fois de l'accompagnement du candidat, mais on accompagne aussi les employeurs canadiens pour recruter des personnes à l'international. Et on a aussi donc ça, on appelle ça Mapleur Partners, donc les partenaires de Mapleur. Et on a aussi Mapleur Core Team, où en fait, depuis 1 an, puisque avec la pandémie, nos partenaires avaient pas mal cessé les recrutements internationaux à cause de la pandémie, parce qu'en fait tout le monde s'est dit ok, plus personne peut venir, etc. Les frontières sont fermées, mais en fait les frontières elles ont jamais été réellement fermées aux personnes qui venaient pour travailler. Mais ça c'était pas très clair en fait, pas très clair. Donc nous en fait depuis 1 an, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en fait on a décidé de créer la Mapleur Core Team où en fait nous-mêmes on recrute des développeurs chez Mapleur, enfin des devs, des profils tech, et on sponsorise les permis de travail. Donc on va beaucoup plus vite en fait sur le sponsor des permis de travail. On accompagne les personnes pour venir au Canada et une fois qu'elles sont installées au Canada avec le permis de travail, vraiment le logement, etc., qu'elles sont ok pour commencer à travailler, c'est à ce moment-là ou juste un peu avant qu'on va commencer à trouver une mission et là ça sera des missions de consultation chez nos clients. D'accord. Donc finalement, vous avez un rôle, on pourrait dire, d'agence ou de société de prestation de services qui va placer des consultants pour aider justement à cette transition. C'est l'un des modèles que vous avez aujourd'hui. Donc, combien est-ce que vous me facturez à moi si demain je veux m'expatrier? Quel est le modèle économique aujourd'hui de Mapleur? Alors c'est tout gratuit pour les candidats, mais on fait payer rien, tout notre programme d'accompagnement, tout ce qu'on
propose, c'est du temps, mais c'est gratuit pour toi et pour toutes les personnes qui veulent s'expatrier. Nous, en fait, on est rémunérés à 100% par nos partenaires. En fait, nous, on a vraiment, c'est les entreprises qui veulent recruter les personnes qui vont payer nous Mapleur. Et nous, avec cet argent, nous, c'est du temps qu'on peut dépenser justement à t'accompagner, toi et ta famille. Ça. Ouais, donc c'est super avantageux finalement pour les gens qui veulent s'expatrier, puisque financièrement, du coup, c'est tout gagnant pour eux. Oui, en fait, c'est tout gagnant dans le sens où, en fait, si tu veux, nous, on est là pour faire en sorte que toi, tu puisses venir. Donc, on va t'accompagner gratuitement. Puis, en plus, avec l'argent qu'on peut avoir, on rembourse aussi tout ce qui est billets d'avion. On a aussi des primes pour l'installation, faire en sorte, en fait, le but, mais moi, voilà, j'ai le feedback au réel des personnes que j'accompagne. C'est en fait, Mapleur, c'est vraiment, on t'accompagne par la main pour venir au Canada. Moi, le but, en fait, c'est d'accompagner aussi ces personnes qui n'auraient jamais tenter l'expatriation tout seul en fait. Moi, je veux aider ces personnes qui se sont dit non, moi ça me fait trop peur, moi j'ai peur de connaître personne, moi j'ai peur des démarches administratives. Moi, je veux aider ces personnes-là. Je veux leur faire vivre en fait l'expatriation telle que moi je l'ai vécue en disant mais tu verras, tu seras trop heureux, tu sais, moi je veux que les gens soient heureux. Donc le but c'est vraiment en fait de donner la possibilité à ces personnes qui n'auraient jamais tenté l'aventure de la tenter en fait. Combien vous avez accompagné de personnes jusqu'à présent à faire cette transition, cette expatriation, pardon? Alors là, on a accompagné en fait, si je compte vraiment les femmes, c'est plus d'une centaine de personnes. Là, c'est vraiment, on a accompagné plus d'une centaine de personnes. Oui, c'est ça. On a vraiment, depuis le début de Mapleur, parce que nous, on accompagne à la fois la personne qui a le job, mais aussi les conjoints et les conjointes, parce que les projets, ça se fait souvent pas tout seul. Donc, en fait, on accompagne vraiment toutes ces personnes-là. Ça fait plus d'une centaine de personnes. Et dans la core team, donc là, les personnes où nous, on a accompagné en tant que le côté accompagnant, mais aussi employeur, là, on a plus d'une quarantaine de personnes maintenant. En 1 an. Ah oui. C'est compliqué pour toi? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de créer une entreprise au Canada, étant donné que tu es française? Ah, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce qu'en plus, j'avais déjà créé mon entreprise en France, donc j'ai cette vision de la France et la vision du Canada, et j'ai pu un peu comparer, même si j'aime pas trop comparer, parce que souvent, tu sais, quand on s'expatrie, c'est dire en France c'est mieux. En fait, non, moi j'aime pas faire ça. Je vois juste des différences, il y a des forces et des faiblesses partout. Là où j'ai trouvé ça pour avoir créé ma société en France, je trouve que c'est très bien le côté auto-entrepreneur, c'est très rapide de créer son statut. Tu sais, c'est vraiment, ça donne une expérience de fou. Enfin, moi, franchement, on pourra en reparler, mais déjà, moi, je pense que c'est une bonne première étape dans la vie. C'est ce que tu prônes, c'est excellent. Créer sa société en tant que plus SAL, tu sais, quand t'as des associés, ça, c'est plus compliqué. Vraiment plus compliqué parce que tu sais, t'as je me rappelle même plus comment ça, le pacte d'associés. Faut ouvrir ta banque avant d'ouvrir ta société. Tu sais, t'as plein de choses administratives à prendre. Voilà. Beaucoup de démarches. Ces démarches-là, au Canada, moi, j'ai dû les faire, mais pas tout avant. Enfin, tu sais, il n'y avait pas de workflow à suivre. Donc, en fait, tout pouvait être fait un peu, pas n'importe quand. En vrai, c'est vraiment pour simplifier ce que je vais dire, mais ça a été vraiment plus rapide. Avec l'avocat, peut-être en quelques temps, j'ai pris un avocat pour nous aider, mais rapidement, la société a été ouverte. On n'a pas eu besoin de faire de pacte d'associés dès le début. Tu peux le faire un petit peu après. C'est un peu plus rapide. La banque, tu peux la prendre après. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'était vraiment très, très rapide. Maintenant, là où en tant que Française, j'ai eu plus de difficultés, on va dire, c'était plus pour comprendre en fait la différence, parce que tous les termes que je connaissais en France, tout le réseau que j'avais en France, parce que c'est toujours important de bien s'entourer quand tu crées ta société puis que tu démarres dans l'entrepreneuriat, mais moi au Canada j'avais plus personne, donc je ne savais plus vers qui me tourner, donc c'était vraiment ça qui était un peu compliqué, c'était comprendre en fait le vocabulaire, la façon de faire, le mindset en même temps, mais ça n'a pas été si difficile que ça, c'était vraiment, pour moi ça a été assez rapide. Le fait que ton cofondateur soit québécois, ça simplifie les choses, parce que imaginons, moi je suis français, demain je veux faire du freelancing au Canada et vivre à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, en fait, tu pourrais être freelance au Canada. Par contre, pour être freelance au Canada, tu dois avoir un permis de travail qui t'autorise à le faire, sauf si tu es résident permanent. Par exemple, si tu arrives, tu es direct résident permanent, il n'y a pas de problème. Tu peux être freelance parce qu'en fait, un résident permanent, il a les mêmes droits que les Canadiens. Donc, tu peux travailler pour n'importe qui, tu peux créer ta structure, c'est correct. Par contre, si tu n'es pas résident permanent, si tu as un permis fermé, en fait, tu vas être sponsorisé par une entreprise. Mais en fait, tu n'as pas le droit de travailler pour toi parce que tu es obligé de travailler pour l'entreprise qui t'a sponsorisé. Par contre, tu pourrais venir en PVT, donc permis vacances-travail. Là, c'est un permis ouvert. Donc, tu peux travailler pour qui tu veux. Tu pourrais travailler pour qui tu veux, dont toi-même. Et en fait, ce qui est intéressant au Canada aussi pour l'aspect freelancing, c'est que par exemple, je me rappelle plus exactement je crois que c'est 30 000 $, je crois que tu peux facturer jusqu'à 30 000 $ sans même créer rien du tout. Ah oui? Genre juste tu crées rien du tout et tu pourrais. Mais par contre, il faut avoir un permis qui te l'autorise, etc.
Et après, il faut déclarer aux impôts. Tu déclares aux impôts que tu as fait 30 000 $ de service en tant que travailleur autonome. Et si tu dépasses pas, en fait, tu n'es pas obligé de créer une structure. Mais sinon, je dois créer une structure et je peux créer cette structure à condition d'avoir le PVT. J'ai bien suivi. Après, c'est vraiment très complexe. Je conseillerais vraiment, en fait, chaque cas est tellement spécifique. Et tu sais, moi, je suis pas avocate. Donc, en fait, légalement, j'ai pas le droit de te dire ce que tu peux ou ne pas faire. Il y a des personnes qui sont professionnelles, des avocats, etc. D'ailleurs, je pourrais conseiller l'avocat qui nous a aidés parce qu'il est très, très bien. Mais en fait, quand tu veux créer ta société, déjà, moi, c'est comme quand tu veux t'expatrier, je conseille toujours d'être accompagné. Mais si tu veux créer vraiment ta société au Canada, déjà, assure-toi d'avoir un permis qui te l'autorise. Et une fois que tu as ce permis qui te l'autorise, renseigne-toi auprès d'un vrai avocat en fonction de ta situation, du type de business que tu veux créer, etc. Parce que tu as aussi des réglementations, etc. Moi, c'est vrai que le fait d'être associé avec un Québécois, ça m'a beaucoup aidé parce que au final, tu as besoin en fait d'avoir même ton numéro d'assuré social, des choses vraiment importantes ici que potentiellement tu n'as pas dès le début quand tu arrives. En fait, c'est vraiment des petits raccourcis que je fais, mais en gros, mon conseil, ça serait de bien se renseigner avant de lancer une structure, surtout quand t'es français. Combien ça coûte? Alors, ton accompagnement, j'ai bien compris qu'il était gratuit, mais je vais faire ce trajet, donc il va falloir que je réserve un appartement sur place, que j'imagine j'ai des frais à prévoir, je sais pas, hein, je connais pas très bien. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la fourchette de prix, de combien ça coûte pour s'expatrier, qu'on soit célibataire, en couple ou qu'on ait une famille? Ouais. Alors encore une fois, j'ai l'impression que mais c'est tellement spécifique, tu sais, parce que je parle beaucoup du coût de la vie. Toutes ces questions, je les ai et je les entends, tu vois. Mais par exemple, un budget, déjà une famille ou une personne célibataire sac à dos qui veut bien dormir dans, tu sais, genre sur le canapé de son pote, c'est pas pareil, ça marche tu vois. Pas, ça. Mais oui, c'est ça. Donc en gros. Sympa. Ouais, un truc sympa. Donc voilà, t'arrives au Canada, tu dis je vais prendre un petit Airbnb, sympa, une petite chambre fermée, ouais. Alors, pour tout ce qui est PVT, etc., pour ton permis, si on parle vraiment d'expérience internationale Canada, ça va être autour de 230 €. Vraiment autour de ces tarifs-là, parce que ça comprend tout ce qui est données biométriques, ça comprend vraiment les frais de documents, etc., les frais administratifs. Tu dois comprendre dans ce budget aussi, en plus, un trajet à Paris ou à Lyon pour faire tes données biométriques. Parce qu'aujourd'hui, avant de partir au Canada, ils vont vouloir enregistrer tes données biométriques, donc tes empreintes et ta photo. Et ça, en fait, c'est des centres qui n'existent en France qu'à Lyon ou à Paris. Après, t'en as ailleurs dans le monde, mais c'est ça. Donc, ceux qui sont à Lyon ou à Paris, ils sont bien chanceux. Mais ceux qui sont à Montpellier, par exemple, il faut qu'ils fassent un petit trajet à Lyon ou à Paris. Donc ça, c'est aussi à inclure dans le budget parce que voilà, c'est pas négligeable. Et puis ensuite, effectivement, tu dois prendre ton billet d'avion. Bon, après ça, voilà, comme je t'ai dit, nous, on rembourse le billet d'avion, mais tu dois, voilà, prendre ton billet d'avion. Tu dois aussi réserver, nous, on conseille de réserver 1 mois au moins ou 2 semaines de Airbnb à l'arrivée. Donc là, tout dépend la saison. C'est sûr que si t'arrives en hiver, bizarrement, les prix sont un petit peu moins élevés que si t'arrives pendant l'été indien en plein septembre. Mais en fait, un Airbnb, après, ça dépend un peu ce que tu veux. Mais en termes de... On va dire, tu peux trouver autour de 100 $ la nuit, sachant qu'en fait, quand tu arrives, tu as encore des euros, tu sais, parce que avec le taux de chance, t'es bien gagnant, en fait, avec le taux de chance au début. Donc, c'est ça. Donc, ouais, après, nous, on a écrit un article, d'ailleurs, qu'on est en train de mettre à jour avec Clara à ce sujet, parce qu'en fait, pareil, tu sais, il y a les prix, ils changent pas mal, t'as une inflation aussi, donc c'est vrai que ça évolue, mais ça reste ça, il n'y a pas tant de choses à prévoir en termes de budget. On va dire que la plus grosse dépense, ça va être quand même ton Airbnb, surtout que nous, on conseille de le prendre en centre-ville pour profiter de pouvoir bouger, etc., de voir quelque chose de bien aussi. Et puis après, pendant ce temps où tu es en Airbnb, nous, Airbnb ou peu importe, hein, logement temporaire, c'est vrai que je parle souvent de Airbnb, mais il y a plein d'autres possibilités de trouver des logements. Et après, pendant ce temps où tu es en Airbnb, c'est là où tu vas rechercher ton logement. Et là où la petite différence avec la France, c'est que ça va beaucoup plus vite en termes de dossiers. Tu n'es pas obligé d'avoir des garants ou d'avoir... Après, j'ai vécu la recherche d'emploi, d'emploi non, mais la recherche de logement en tant que freelance. Alors, je sais pas si tu as déjà dû changer d'appart pendant que tu étais freelance, mais ça a été pour moi un challenge. À un moment donné, je me suis dit, mais attendez, je vais finir par dormir dehors. Plus personne voulait m'accepter parce que j'ai pas de CDI. Mais au Canada, c'est pas ça. Au Canada, c'est basé un peu plus sur la confiance. Puis c'est vrai que si tu payes pas, t'es plus vite dehors que potentiellement dans d'autres pays, mais en fait, ça va beaucoup plus vite pour rechercher ton logement. Donc ça, c'est vrai que parfois, même en 15 jours, des gens ont trouvé le logement, ils ont les clés, ils sont installés dedans. Vous aidez les gens à faire cette recherche-là aujourd'hui d'appartements ?
Oui, oui, bien sûr. Nous, parce que la recherche de logement, c'est une des priorités numéro un pour les expatriés. Alors, on posait cette question-là, mais nous, le logement, c'est vraiment une partie importante de l'expatriation et on y met beaucoup d'énergie parce que c'est très, très important. Nous, on travaille en fait avec des courtiers immobiliers, donc des personnes dédiées à ça, qui vont rechercher les logements avec toi, qui vont faire les visites avec toi, qui vont te montrer les quartiers, qui vont essayer de négocier aussi le loyer potentiellement, qui vont te faire avec toi le dossier. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur le logement, oui. Est-ce que il faut justifier, je sais, alors je crois qu'aux États-Unis c'est le cas, si une entreprise américaine souhaite recruter par exemple un Français, il faut qu'elle justifie qu'un Américain ne peut pas remplir, ou en tout cas qu'aucun Américain n'a postulé et qu'ils étaient compétents pour occuper le poste. Est-ce que c'est le même fonctionnement quelque part au Canada aujourd'hui? Est-ce qu'une entreprise qui souhaite recruter un ingénieur français, il doit dire, bon, ben, on n'a pas trouvé d'ingénieur canadien, du coup on s'ouvre au monde, entre guillemets, et est-ce que c'est le même principe? Oui, on a ce principe-là aussi pour d'autres types de permis de travail. Donc là, moi, je t'ai parlé d'Expérience internationale Canada, où il y a le PVT, le jeune professionnel. Mais si on ne se qualifie pas pour ce programme, par exemple, on a plus de 35 ans, on est issu d'une nationalité qui ne fait pas partie du programme. Par exemple, il y a d'autres permis, comme un permis fermé, on dit plus classique, où là, l'entreprise, l'employeur va devoir faire une étude d'impact sur le marché du travail. Donc une étude d'impact sur le marché du travail, c'est ça, en fait, c'est exactement ce que font les Américains. C'est il faut expliquer, en fait, au gouvernement, indiquer pourquoi je n'ai pas pu recruter un Canadien pour combler ce poste. Et quand tu vas recruter à l'étranger, il faut expliquer que c'est pénurie, que tu n'arrives pas à recruter. Il faut montrer que tu as fait des efforts de recrutement. Il faut montrer que voilà, tu as cette possibilité-là. Mais aussi, il faut montrer que si je recrute, par exemple, une personne à l'étranger, que je vais avoir la possibilité, derrière, ça va me créer des opportunités après pour des postes en local, pour des personnes qui sont au Canada. Donc, c'est tout ce dossier-là qu'il faut faire. Donc, ça aussi, on a dû le faire parce que, voilà, il y a eu des personnes pendant la pandémie qui ont eu plus de 35 ans et nous on s'est dit on va faire ces permis là aussi, donc on connaît ce process. C'est sûr qu'il est plus intense, on va dire, qu'un simple permis jeune professionnel ou un PVT. Il faut réussir à, voilà, c'est de l'administratif, mais encore une fois, voilà, quand tu as envie de faire les choses, tu les fais et puis tout va bien. Tu en as parlé au début, mais l'un des freins, j'imagine, à l'expatriation aujourd'hui, c'est que il y a un aspect, enfin, il faut être courageux, j'ai envie de dire. Il y a une aventure. Qui dit aventure dit parfois, on a peur, on se dit, mon Dieu, je vais me retrouver dans une grande ville. Non seulement il y a toutes les démarches, aujourd'hui vous êtes la solution pour aider les gens, mais lorsque j'arrive dans une grande ville, je me dis, je connais personne, comment est-ce que je vais me faire des amis? Peut-être que surtout si je pars et que je suis seul, je vais me retrouver tout seul. Comment est-ce que je fais pour me créer un réseau? Est-ce que tu peux nous parler justement de cet aspect-là et de comment vous, aujourd'hui, chez Mappler, vous aidez les gens? Et j'imagine que c'est un point qui est fort. J'ai pu voir en tout cas que la communauté, vous travaillez beaucoup dessus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. En fait, comme je te disais, le logement, c'est très important, mais on va dire que ce qui est encore plus important, c'est l'aspect, je vais être seule, je vais être loin de ma famille, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et nous, tout Mappler a été construit autour de cet aspect communauté-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très important pour moi, à titre personnel, c'est très important pour Maxime, et parce qu'on l'a vécu, en fait. Moi, après, je parle un peu de mon expérience personnelle, mais quand j'ai dû partir de Montpellier à Lyon, je suis repartie de zéro, plus personne. Tout le monde te dit, ouais, tu vas rencontrer des collègues en soirée, dans les bars, etc. Mais non, c'est pas si simple, c'est pas vrai. C'est pas si simple. Quand tu n'as pas tes amis de l'école, c'est très compliqué de te recréer un réseau. Et ça, moi, quand j'ai pensé à l'expatriation, je vais dire, oh là là, mais comment ça va être possible? Et c'est là où Mappler a vu le jour, en fait. C'est là où on a décidé de créer Mappler en partant de la base de Mappler qui est la communauté. En fait, nous, on est vraiment une communauté dans le sens où on va te rencontrer, on va faire des événements, on fait des événements toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Les gens ne sont pas seuls quand tu arrives. Avant c'était avant la pandémie et même maintenant on le refait maintenant, on voit les gens, on a des bureaux en centre-ville où tout le monde peut venir en mode hybride, tu viens travailler une journée, 2 journées, on fait des événements, on organise des week-ends, on propose des week-ends, on fait des petits groupes pour que les gens puissent créer des affinités. Donc tout cet aspect communauté là, Mappler je veux dire pour toute cette communauté là, Mappler est là, un petit peu un slogan, mais c'est la vérité. Et puis tu peux le voir sur tous nos réseaux, c'est ce qu'on met en avant, mais c'est ce qu'on est en fait, c'est juste c'est vraiment une communauté bienveillante, d'entraide, et c'est ça qui fait que les gens vivent ce qu'on appelle, nous, l'expérience de vie. C'est qu'en fait, une expérience de vie, pour moi, c'est découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux lieux, découvrir une nouvelle culture, et être heureux en même temps quand tu fais tout ça. Quand toi, tu t'es expatrié, donc tu connaissais forcément ton cofondateur. Est-ce que tu connaissais d'autres personnes, puisque tu m'as indiqué que tu étais déjà parti en vacances?
ou est-ce que tu t'es retrouvé qu'avec une personne finalement que tu connaissais? Ben, je me suis retrouvée avec Mathias et Olivier, les deux personnes que j'ai accompagnées, voilà, parce que la communauté Ma Pleure, au début, on était 4, Maxime, moi, D'accord. Olivier et Mathias, parce que les deux personnes qu'on a fait venir, qu'on a accompagnées pour venir au Canada. Donc en fait, Ma Pleure, moi, mon réseau, bah aujourd'hui, c'est beaucoup Ma Pleure, parce que bah j'ai fait partie de l'accompagnement Ma Pleure. Donc bah voilà, maintenant mes amis, c'est devenu des personnes qui sont venues il y a un an et demi, et puis c'est ça. J'ai encore du mal, j'ai de la famille aussi au Canada, mais si on parle vraiment du réseau amical, c'est vrai que ça a été très compliqué en fait pour rencontrer des nouvelles personnes en temps de Covid, en toute transparence, parce que tout s'est passé en virtuel. Donc en fait, les communautés que j'ai rejoints, parce que moi je fonctionne toujours en communauté. Par exemple, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai intégré la communauté des Duchesses pour favoriser justement les profils féminins dans la tech. J'ai intégré la communauté du Montréal Java User Group pour rencontrer justement des personnes autour du Java. En fait, moi j'intègre tout le temps des communautés quand j'arrive dans un nouvel endroit. Et c'est ce que j'ai voulu faire à Montréal. Donc Ma Pleure, la communauté Ma Pleure, mais j'ai aussi rejoint la communauté du Java User Group à Montréal. J'ai intégré des communautés de femmes aussi dans la tech. J'ai essayé d'intégrer des communautés. Bon, c'est certainement que virtuel parce qu'on a eu la pandémie, mais c'est comme ça que j'ai créé mon réseau, via les communautés. C'est un super tip, ça. Donc finalement, pour les gens qui nous écoutent, qui s'expatrient, rejoignez des communautés. Parce que finalement, tu as des valeurs communes avec les communautés que tu vas rejoindre. Et du coup, ça te permet de rencontrer des gens, tu vois, comme tu as cet aspect finalement de lien entre vous, j'imagine que ça se passe beaucoup plus facilement et tu arrives à créer des relations plus vite et peut-être avec des gens qui te correspondent. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans la rencontre à Lyon. J'ai développé une application de rencontre, en fait, et cet aspect social de rencontre, c'est très important pour moi, que ce soit amical ou même amoureux. Mais vraiment, cette rencontre. C'était du dating? Ouais, c'était du dating, c'est ça. C'était quoi le nom de ton app? 20 Flips. Ouais, je te raconterai, ça date un petit peu, mais il y a pas de problème. Mais en fait, cet aspect de rencontre, c'est pareil, quand tu veux rencontrer quelqu'un, tu sais, il faut trouver un peu un icebreaker. Qu'est-ce que tu vas dire? La première phrase que tu vas dire, c'est souvent ça le plus dur, tu vois. Même en entrepreneuriat, on te parle souvent d'élévateur pitch. En gros, apprends vite ta première phrase pour se sentir à l'aise et puis y aller. Et ben c'est un petit peu ça aussi dans rejoindre une communauté, c'est qu'en fait quand tu as une valeur commune, que ce soit une techno ou peu importe, une passion, ben en fait ça te fait ton icebreaker et tu rencontres plus facilement des gens. Et c'est ça Ma Pleure, en fait la communauté Ma Pleure, en fait c'est on regroupe des personnes qui sont intéressées par la tech, l'aventure d'expatriation et les valeurs aussi, parce qu'on recrute énormément les personnes via les valeurs, donc les valeurs de bienveillance et d'entraide. Donc c'est ça qui est important. Mais pour 20 Flips, si t'es intéressé pour l'application de rencontre, en gros... J'imagine que tu dois avoir pas mal d'anecdotes, non seulement dans la création de ce produit, mais aussi dans le produit en lui-même, si je puis dire. Ouais. Alors déjà, moi, 20 Flips, j'en garde un souvenir mais merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été mon premier courage, en fait. Mon premier courage de me dire, je pars de mon salariat et j'arrête tout. Papa, maman, je m'envole. Ça, comment ils ont réagi? Ah, c'est rigolo ça. Ah comment ils ont réagi? Alors papa, maman, je quitte mon CDI d'ingénieur en informatique pour lancer une application de rencontre basée sur un jeu. Alors déjà, ils se disent, mes parents, ils sont pas de la génération des applications de rencontre. Puis mes parents, ils se sont rencontrés classiquement, j'ai envie de dire, à l'époque, tu sais. Alors ils ont pas trop compris. Alors ma mère, bien sûr, mais c'est génial, ma fille, vis tes rêves, c'est trop bien. Et mon père sûr était un petit peu plus sur la réserve pour me protéger. Mais t'es sûr? Mais comment tu vas faire? Mais pourquoi? Donc voilà, c'est génial parce que je l'ai fait. J'ai pas eu peur de le dire, je l'ai fait. Et j'ai fait 3 ans. J'ai travaillé 3 ans pour 20 Flips, donc j'ai développé une application de rencontre avec mon associé Arnaud à l'époque, basée sur le principe du jeu Qui est. Donc c'est un jeu, je sais pas si tu connais le jeu Guess Who, Qui est. Tu sais, t'as les petites cartes. Tu dois, est-ce que t'es brun, est-ce que t'es blond, et tu dois abaisser les petites cartes au fur et à mesure. Bien sûr. Qui est. Voilà. Mais c'était ça, en fait, c'est le jeu Qui est, mais adapté à la rencontre. Donc, on matchait des personnes, au lieu d'afficher une photo, on en affichait 20 personnes différentes, et tu ne savais pas à qui tu étais en train de parler. Et le but, c'est que tu posais des questions et tu enlevais les photos au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis, en fait, quand je suis arrivée à Lyon, après mon temps d'intégration, de rencontrer du monde, etc. Mais après, j'ai eu des amis qui avaient du mal à rencontrer sur Tinder ou sur des applis de rencontres en vogue en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'avais la barrière du physique, où souvent, en fait, c'était intransigeant et clairement, t'arrivais pas à t'exprimer parce qu'en fait, tu passais pas la première porte d'entrée, tu sais, pour avoir cette chance de t'exprimer. Et je me suis dit, c'est pas juste, faudrait qu'on inverse un peu les codes et que d'abord les gens s'expriment et qu'ils découvrent le physique qui est quand même important, mais juste après, quoi.
Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de 20 Flips. Donc c'était vraiment une super expérience, donc développement mobile, création d'entreprise. J'ai fait beaucoup de marketing, c'est pour ça aujourd'hui je suis passionnée par le marketing. Voilà, donc c'était vraiment cool. Tu peux nous partager quelques chiffres sur 20 Flips, sur ce que vous avez atteint en termes de revenus d'utilisateurs, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais. Alors le chiffre que je peux te dire sur 20 Flips, bah, c'est 20, voilà. 20 utilisateurs, 20 euros. Non, c'est pas vrai. En gros, ouais, ça, enfin, vrai, oui et non. En fait, on a tellement, en fait, nous, on était deux tech, Arnaud et moi, enfin, on est toujours deux tech. Et en fait, on a mis 2 ans et demi à développer l'appli parce que c'était techniquement jamais assez bien, c'était techniquement jamais assez robuste, le front il était jamais assez beau, le back était jamais assez scalable. Donc en fait on a refait, on a fait, mais je crois que on l'a refait 3 ou 4 fois l'app. On était parti sur une version web, après une version cross-platform. Après moi je me suis dit non, je vais le faire en Swift parce que c'est trop bien le développement natif, etc. Donc forcément bah, ça a mis du temps. Donc puis en fait, bah, c'est notre argent et puis tu sais, genre on n'avait pas de revenus en fait. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon ben là il faut vendre en fait. Et on n'avait pas de profil business dans l'équipe. On n'avait pas de vendeurs, on n'avait pas même de personnes spécialisées en marketing ou en growth hacking. On a tout appris nous, mais en fait on n'avait pas le temps de tout faire. Tu peux pas à la fois gérer ton produit, le vendre, trouver, et puis dans un marché si concurrentiel qu'est la rencontre, tu peux voir que bah, c'est compliqué. Nous, on avait des coûts d'acquisition, même si on mettait en place des techniques voilà, pour optimiser ça, mais on avait genre entre 5 et 10 euros pour une install, t'imagines? Wow. C'était en fait, c'est tellement concurrentiel. Donc c'est là où moi, je me suis formée au référencement naturel, le SEO, parce qu'au final, ça me coûtait rien. Donc j'ai essayé d'optimiser mon référencement, mais malgré ça, c'était très difficile d'être dans les premiers résultats, quoi. C'était vraiment compliqué. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'on a perdu un petit peu notre fougue et puis on n'arrivait pas à en vivre. Donc forcément, ben, on s'est dit, on va stopper ça. Par contre, on a gardé 20 Flips pour, en fait, on l'a tourné après pour, en fait, on développait des apps pour d'autres personnes. Parce que c'est sûr que, bah, techniquement, bah, on était bien à jour là. Donc on a développé des apps pour d'autres compagnies. Et en fait, 20 Flips n'a pas été rentable pour l'application de rencontre, mais a été rentable en fait sur l'aspect plus développement logiciel. Ouais, donc vous avez quand même réussi à réutiliser le temps investi, pas sous la forme d'un SaaS, mais plus sous la forme de prestation de service, je comprends bien? Ouais, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Et puis on a utilisé ce temps en fait pour. En fait, c'est là où j'ai découvert que je voulais plus être salarié. Pourquoi? Parce que j'aime trop créer des trucs. J'aime trop être entrepreneur. Donc c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Je peux faire plein de choses. Je peux m'éclater, etc. Et en fait, 20 Flips, ça a été un peu la rupture avec mon monde de salarié. Et depuis 20 Flips, ben, en fait, j'ai fait du freelance. Donc après, j'ai refait du freelance en tant que développeuse pour, en fait, dans ma tête, me dire, OK, je fais du freelance pour, en fait, pouvoir après vivre pendant 1 an ou 2 sans revenu et pour monter un autre projet. Et qui a été Mapleur, j'imagine. Exact. Et c'est pour ça que Mapleur, bah, pendant 1 an et demi, même pendant la pandémie, bah, en fait, je me mettais pas de salaire, je ne me sortais aucun salaire, je vivais sur les fonds que j'avais gagnés grâce au freelancing, donc c'est ça. Parmi toutes les personnes que vous avez accompagnées, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué, particulièrement touché et que tu pourrais nous raconter? En fait, j'en ai tellement parce que déjà la toute première, parce que tu sais, quand tu crées un concept, que tu as une idée, quand tu es entrepreneur, que tu as une idée, quand tu vois que ton idée, que tu as ton premier client ou que quand tu as ton premier, je sais pas, même ton premier téléchargement, tu sais, t'es là, t'as une sensation, mais c'est inexplicable, tu sais, genre, je sais que ça peut paraître bête, mais moi, en fait, cette sensation, je l'ai eue quand Mathias et Olivier, les toutes premières personnes que j'ai accompagnées, ont mis le pied au Canada. Je me suis dit, mais genre, ils y sont, quoi. Genre, je l'ai fait. On l'a fait et on était trop fiers de nous. Donc déjà, cette sensation des premiers, pour moi, j'arrive pas à les retrouver. Mais maintenant, en fait, toutes les personnes que j'accompagne, moi, je vis à 100% les expériences d'expatriation. Donc en fait, j'ai l'impression que je m'expatrie 40 fois par année parce qu'à chaque fois, je suis à fond avec les personnes. Et en fait, toutes les histoires sont belles à raconter, mais c'est surtout les personnes qui sont arrivées juste après la pandémie ou en plein Covid. C'est des personnes qui sont arrivées au Canada, qui nous ont fait confiance, il y avait 15 jours d'hôtel. Tu devais faire 14 jours de confinement à l'hôtel, fermé dans une chambre d'hôtel au début quand t'arrivais. T'avais des tests PCR, tu ne pouvais voir personne. C'était très compliqué cette période-là. Même moi, quand je rentrais en France et que je revenais, je devais rester confinée 14 jours sans sortir, sans rien. Enfin, c'était intense. Et en fait, des gens l'ont fait et on a gardé le contact à distance, on s'est vus. Et ces histoires-là, je me dis, mais déjà, ça m'arrivera. J'espère que ça n'arrivera plus. Mais si ça doit arriver, on le gérera. Mais
c'était fou parce que les gens l'ont fait même en temps de pandémie. Donc c'est là où tu te dis, ben, en fait, l'envie d'expatriation, l'envie de changer de pays, elle est plus forte que tout parfois, et même la pandémie n'a pas arrêté ça. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se posent la question de l'expatriation, qui peut-être que c'est un rêve pour eux, peut-être qu'ils se disent ça serait sympathique, ça fait un moment, j'ai passé toute ma vie en France, j'aimerais bien voir autre chose. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, que ce soit pour les convaincre, pour leur donner envie de passer le pas aujourd'hui? Ben déjà, moi, ce que je dis aux personnes, c'est déjà, de toute façon, ça je dis à tout le monde, à mes amis, à ma famille et tout, je dis, en fait, on n'a qu'une vie, en vrai. Cette vie-là, on la vit maintenant, on n'en a qu'une. Et là, c'est un peu nos meilleures années. Toute notre vie, on est en forme, on peut bouger, on a une chance inouïe d'être libre, de pouvoir bouger, d'aller où on veut. Là, tu veux aller en vacances, ben, tu vas en vacances, t'as juste un passeport à prendre, mais quelle chance on a. Alors, il faut en profiter de cette chance, parce que la vie, elle se passe maintenant. Donc, c'est clair que moi, ce que je dis aux gens, je dis, ben, fais-le, mais teste. En fait, on perd quoi à essayer? On perd quoi à tenter? Rien. Parce qu'en plus, ce que je dis, tu pars au Québec, au Canada, tu pars n'importe où, même dans le monde, mais si ça te plaît pas, si t'es pas heureux, tu feras le chemin inverse. J'en suis persuadée. Bien sûr, ce sera de la logistique, bien sûr, ça sera du temps, bien sûr que tu diras, oh, je suis restée 2 mois au Canada ou 1 an et ça m'a pas plu, c'est un échec. Non, il n'y a pas d'échec, en fait. Moi, je suis contre cette idée d'échec. Pour moi, c'est que des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Dans tous les cas, c'est check, tu l'as fait. C'est trop bien. Et puis, à chaque fois, je dis aux gens, hein, c'est une trop belle histoire à raconter en soirée. Quelle est ta ville préférée au Canada? Montréal! Pourquoi Montréal? Alors, pourquoi? Parce qu'en plus, moi, à la base, mon rêve de petite fille au Canada, c'était Vancouver. En fait, j'ai regardé Smallville. Je suis fan de Smallville. Quand je sais pas si tu connais cette série Smallville. Oui, bien sûr. Tu connais, ok. C'est un jour, des gens ne connaîtront pas, je dirais, ok, là, c'est là où je suis devenue un petit peu plus vieille. Mais en fait, Smallville, moi, c'est vraiment ma série number one. Et j'ai regardé ça avec mes sœurs quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, et quand j'ai tapé sur Google où c'était tourné, j'ai vu que c'était à Vancouver. Je dis, oh là là, Vancouver et tout, mais moi c'est mon rêve. Et toujours j'étais là, j'avais mis dans ma bucket list, je veux vivre à Vancouver. Donc déjà le Canada, je dis, oh, je me rapproche un peu de Vancouver. Et j'y suis allée l'année dernière pour mon anniversaire et tout. C'était vraiment un rêve qui se réalisait. Je suis allée voir la ferme des Kent à Vancouver, donc Smallville. Je suis allée, je l'ai pris en photo, moi devant et tout. C'était vraiment mais rêve qui se réalise. Par contre, il y a toujours expectation versus reality. Vancouver, c'est pas une ville où je me vois vivre forcément. C'est génial, mais c'est pas ce dont. Enfin, je sais pas. Tu sais, c'est toujours t'as des choses dans ta tête, mais quand toi t'y es, je sais pas, il y a des choses qui peuvent pas trop se décrire. C'est une atmosphère, je sais pas. Je pense pas que je pourrais vivre à Vancouver. Par contre, Montréal, je trouve cette ville exceptionnelle dans le sens où elle a tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a un centre-ville, donc avec des grandes tours, un downtown un peu comme tu pourrais trouver à New York, etc. C'est vraiment une belle ville. Mais t'as aussi ces quartiers plus petits, chaleureux. C'est comme un peu, tu peux retrouver dans d'autres villes beaucoup plus petites. Et moi, ce que j'aime de Montréal, alors que pour le coup, je suis pas une fan normalement par exemple, j'ai jamais vécu à Paris et jamais voulu vivre à Paris. Moi, je suis de Montpellier ou d'Alsace. Enfin, tu vois, je suis pas dans des énormes villes. Mais en fait, Montréal, c'est une ville à taille humaine. À chaque fois, je dis parce que t'as le centre-ville, qui est vraiment un centre-ville avec des tours, etc. Mais tu ressens pas en fait l'aspect grande ville. Vraiment, c'est encore une fois, j'aime bien que les gens se fassent leur propre idée. J'aime pas spoiler sur Montréal, mais moi je retrouve ce côté très chaleureux. Je retrouve ce côté très nord-américain quand même, où en fait si t'as envie d'y réussir, tu peux réussir. Si t'as envie de faire les choses, tu peux faire les choses. J'aime aussi ce côté nature. Tu prends ta voiture, 1 demi-heure de Montréal, t'es dans les grands lacs et les grandes forêts. T'as le parc La Fontaine en centre-ville, c'est magnifique à voir. T'as plein de parcs. T'as aussi ce côté conciliation travail-famille. En fait, au Québec, ça, tu retrouves pas à Vancouver, parce que Vancouver, du coup, c'est en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus nord-américain, donc c'est beaucoup plus, un peu comme la Silicon Valley, où tu travailles un peu plus, c'est vraiment intense, etc. Le Québec, c'est un rythme de vie, mais exceptionnel. Par exemple, les gens aiment travailler plus tôt, mais à 16h, 15h30, ils aiment bien finir leur journée et vivre leur vraie vie après le boulot. Ça, c'est fou, ça. Ça résonne pas mal parce que j'ai un copain qui vit à Montréal, justement. Et on fait des Skype de temps en temps, et c'est vrai qu'il me décrit exactement ça, c'est-à-dire que lui, à 17h, il est parti du travail, et il vit sa vie, et il me dit, il n'y a pas forcément comme en France, où on va travailler à 18h, 18h30, enfin jusqu'à 18h, 18h30. Généralement, les journées se finissent un peu plus tôt. Je mettrai en post-production
la photo, t'as une photo absolument incroyable. Je t'avoue que j'étais un petit peu jaloux quand je l'ai vue, où je crois que tu es dans un kayak, je crois, avec un lac. Enfin, c'est incroyable. Il faut le voir alors pour ça, le croire. oui, c'est mon voyage de cet été. Là, c'était en Alberta. C'était en Alberta. C'est pas au Québec, c'est en Alberta. Mais c'est ça qui est génial aussi avec le Canada, c'est que tu vois en fait, t'as tellement de choses à visiter sur ce continent, c'est amazing. Mais clairement, oui, la photo en Alberta, là, sur mon kayak, et il y a pas de filtre, hein. Elle est trop Ah ouais, belle. il y a même pas Non, l'eau, t'as vu filtre comme elle est claire, l'eau? Ah ouais, non, non. Je me suis dit, c'est pas possible, Ouais. elle a dû photoshopper ça, c'est incroyable. Non, Comment une eau non. peut avoir une telle couleur? Oui. C'est les glaciers en fait, c'est ça, mais c'est magnifique et ça c'est en Alberta. Donc ça aussi ça a été un gros coup de cœur parce que justement l'Alberta on en parle, c'est sûr qu'on en parle pour les rocheuses, en fait t'as les rocheuses canadiennes entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. C'est magnifique, t'as les plus beaux lacs, c'est exceptionnel. Mais pareil, je ne peux pas vivre là-bas. En fait, je ne peux pas vivre là-bas. Bon, après Calgary, c'est une ville vraiment, c'est un coup de cœur pour moi parce que personne n'en parle trop de Calgary, mais j'ai adoré cette ville. Donc je pense que je vais y retourner quelques fois. Mais Montréal, c'est génial parce que tu peux à la fois travailler, donc tu as des contextes de travail super. Tu as ce rythme de vie en fait où tu finis à 17h maximum et encore 17h, ça peut être tard pour des personnes. Tu vis ta vie après, c'est chill, c'est très bienveillant et j'aime ça. C'est pour ça que j'aime le Québec, je pense. T'es devenue une Québécoise, on peut dire aujourd'hui. Mais oui, mais bientôt, comme je suis résidente permanente, la prochaine étape sera sûrement de devenir. Bah, après, j'oublie pas la France, c'est mon pays aussi de cœur. Je n'oublierai jamais la France et j'y reviens très régulièrement. C'est clairement important, mais je trouve que ce mix entre deux pays, c'est tellement enrichissant. Et j'espère que beaucoup de personnes pourront un jour ressentir ces émotions-là. Ça me fait penser, ce que tu me dis, c'est un sujet différent, je passe du coq à l'âne, mais moi j'ai ce rêve un petit peu de New York. Je suis parti en vacances à New York. Il y a cet aspect, on va dire, un petit peu comme toi lorsque tu parlais de Vancouver. Moi, peut-être avec les séries américaines, tu vois, où tu vois ces buildings incroyables, New York, là, tu sais, la fumée qui sort du sol, hein, comme dans Batman, tu vois. Et donc, je rêvais d'aller à New York. J'y suis parti 10 jours. C'était incroyable. Et quand je suis rentré, repas de famille, j'ai dit à mes parents, un jour, j'irai vivre à New York. Et là, ma mère, elle m'a dit, ah non, tu pars pas de la France. Mais oui, on va plus te voir. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bah, du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu as géré, comment est-ce que tu leur as annoncé? Est-ce que du coup, tu fais des trajets? Est-ce que eux, ils viennent te voir? Ouais, mais j'ai une belle histoire sur ça, c'est clair. Bah, déjà, moi, en plus, c'est drôle parce que, en fait, moi, mes parents, je les ai déjà préparés à ça, je pense, parce que je suis partie aussi à New York, je fais beaucoup de stages à l'étranger, donc à chaque fois c'était oh coucou, au revoir. Et c'était que 3 mois, donc bien sûr on pleurait quand je partais et on pleurait quand on se revoyait parce que moi je suis très famille, vraiment, je suis très famille, donc c'est sûr que pour moi la famille, l'éloignement on va dire c'est la chose la plus difficile. Mais comment je la gère? Mais en fait déjà c'est j'ai préparé mes parents, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, je leur ai expliqué que j'allais partir, etc. Après quand je suis partie, je leur ai dit mais maman, mais papa, je vais revenir en fait vous voir souvent. En fait c'est Montréal, Paris là, c'est 7 heures de vol. C'est 7 heures. C'est rien, c'est direct. Tu montes dans un avion, tu pars, t'arrives. Bon, c'est sûr que c'est encore une fois de la logistique, du temps, etc. Mais ça se fait. Et aussi, les gens adorent venir au Canada. Ma mère, elle voulait venir depuis super longtemps. Avec la pandémie, elle n'a pas pu. Là, ça a été ouvert aux touristes en septembre. Elle a pris l'avion, elle est venue avec mon père, mais ils ont adoré me voir. En fait, je pense que les parents, ils aiment voir leurs enfants heureux. Et quand ils te voient dans un contexte où t'es heureuse, eux aussi ils sont heureux. Donc comment je gère ça? C'est déjà, tu les appelles souvent, tu fais beaucoup plus de Skype, tu fais des trajets, en fait, tu vas les voir, c'est rapide et eux viennent te voir et c'est ça, quoi. Ok. Donc ça n'a pas été trop dur le départ. Finalement, le conseil que tu me donnes aujourd'hui peut-être, c'est de les préparer, de leur parler de New York un peu plus régulièrement. Tu mets des photos de New York un peu partout, tu mets un drapeau dans ta chambre, en fait tu les prépares. Oh, t'as vu ça? Bah tiens, j'y serai un jour. En fait, faut que le cerveau il s'habitue petit à petit. Mais oui, il faut. Et après, faut leur expliquer que souvent, ce que j'aime bien faire quand je rentre, pour éviter que ce soit trop difficile après de redire au revoir, c'est que je dis, tiens, on se reverra dans tant de temps, je reviendrai pour tel, et en fait, ça permet de se projeter. Mais je pense que là, aujourd'hui, ma mère, et mes parents, mon père, ils sont tellement heureux de me voir heureuse que, ils en sont heureux. Puis après, ils sont fiers aussi, tu sais, ta maman, elle va être fière, mon fils, il vit à New York, c'est trop cool. Au début, c'est dur, mais après, ils sont trop contents. Je lui passerai
ce bout de vidéo, on verra ce qu'elle en pense. Ouais. Ah, mais c'est qui elle? Elle abuse et ça, tout. ouais. Elle l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. New York, c'est pas bien. Écoute ta Mais mère, non. tu vas rester en France, tu vas revenir habiter à la maison. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. New York, c'est une ville, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Tu as visité? Parce que j'imagine que maintenant que, étant donné que géographiquement tu es à Montréal, c'est beaucoup plus facile pour toi de visiter l'Amérique du Nord et toutes ces Ouais. grandes villes, New York, San Francisco, Ouais. Chicago, Washington. Est-ce que tu peux nous parler de tes voyages à ce niveau-là, dans ces villes-là? Ouais. Est-ce que tu en as Ouais. profité pour... Bah déjà, moi, New York, en fait, j'ai fait mon stage. En fait, j'ai adoré aussi mes études parce que j'ai pu découvrir le monde aussi pendant mes stages. Ça, je conseille aussi aux gens de faire des études aussi. Enfin, je conseille pas forcément de faire des études parce qu'on est pour, on est contre, peu importe, fais des choses que t'aimes. Et si t'as la possibilité de faire des stages, essaye de les faire à l'étranger parce que c'est génial, ça donne un avant-goût et puis c'est beaucoup plus facile aussi de de pas s'expatrier, mais de faire un stage à l'étranger pour tester. Donc moi, j'ai fait un stage à New York de 3 mois. Donc déjà, ça m'a permis de voir un petit peu New York. En plus, j'étais hyper jeune, mais c'était vraiment, vraiment bien. Donc j'ai adoré. Mais sinon, depuis que je suis à Montréal, en fait, j'en profite pour voyager au Canada. Donc déjà, j'essaye de faire un peu toutes les provinces du Canada. Donc j'ai fait aussi l'Alberta, la Colombie-Britannique. Ça, c'est top. Et j'essaye d'aller aussi aux États-Unis. Donc je voulais aller à New York, etc. Mais ça a été, en fait, les États-Unis ont fermé les frontières. Donc ils les ont ouverts récemment. Donc c'est ça. Mais en fait, moi, mon tout dernier voyage avant la pandémie, on va dire, ça a été, j'étais à Miami. Donc j'étais à Miami en mars. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, au niveau du mood et au Canada, comment les gens vivent, c'est qu'en fait, oui, il y a l'hiver, mais en fait, l'hiver, les gens partent, prennent des vacances l'hiver, et en fait, tu vas dans le sud. Quand nous on dit on va dans le sud, c'est pas genre toi tu dis tu vas dans le sud puis tu vas à Montpellier. En fait, nous, quand on dit on va dans le sud, on va à Cuba, on va à Miami, on va aux Bahamas, tu vois, on prend un avion, c'est 3 heures de vol, 3-4 heures de vol. Donc tu rentres dans l'avion avec ta veste, tu ressors avec ton collier de fleurs. C'est exactement Tu vois ça. l'image. D'accord. Et moi, j'ai fait ça en mars, avant la pandémie. Donc, j'étais partie à Miami. Donc, tu pars, il fait moins 10 degrés. T'arrives, il fait 30 degrés. Donc, voilà, c'est génial. Ça pas du tout de décalage horaire. Je me rappelle plus, mais je crois que j'avais même pas de décalage horaire. Et ça te permet de découvrir le monde. Et ça ne coûte pas très cher, les billets. Donc, j'ai pu découvrir, Miami. J'ai pu aller aussi au Mexique. Le Mexique, c'est vraiment juste à côté. Donc, c'est trop bien. Et là, cet hiver, je pars aux Bahamas. Je vais faire un petit peu une semaine ou deux aux Bahamas. Donc, c'est je crois que j'ai payé $200 mon vol pour aller aux Bahamas. Donc, c'est assez exceptionnel, quoi. Donc c'est ça le secret, Voilà. lorsqu'on vit au Canada et pour passer l'hiver, on s'en va en fait. Mais oui. Mais en fait, même en vrai, l'hiver de l'année dernière, je me suis dit mais il est trop court. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais parce qu'en fait, il y a tellement d'activités à faire l'hiver que t'as même pas le temps de tout faire. Tu sais, moi, je fais beaucoup de patins à glace sur les lacs parce que t'as tous les lacs qui sont gelés, donc tu fais du patin à glace dans les lacs, sur les lacs en fait qui sont gelés. Tu vois pas la patinoire, hein, c'est vraiment des vrais lacs. Tu sais, tu peux faire du ski, tu peux faire des glissades. Tu sais, j'adore faire des chalets l'hiver avec la neige. Tu sais, d'être dans le spa alors qu'il fait moins 20 degrés dehors, j'adore. Et en fait, l'année dernière, je me rappelle que l'hiver était très court. Tout le monde te dit ouais, on n'a pas eu un vrai hiver. Donc au final, moi j'ai pas été assez longtemps au Canada pour dire j'en ai marre de l'hiver, mais effectivement le secret c'est de couper l'hiver où tu fais une petite semaine ou deux dans le sud. T'as Guadeloupe aussi, la Martinique qui est pas loin, t'as je t'ai dit Cuba, République Dominicaine, Mexique, t'as tout le Canada, même tu vas sur la côte ouest américaine, voilà, t'es aussi à une température différente. Donc ça qui est trop bien en étant au Canada, c'est que en fait ça te permet de découvrir ce côté-là du monde. On arrive à la fin du podcast. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver à toi, où est-ce qu'on peut... Quand je pose cette question, les gens me répondent, enfin tu m'aurais pu me répondre Montréal. Bref, je vais... Alors, je suis à Montréal présentement, si vous voulez me retrouver, boire un café. Non, en fait, pour me retrouver, c'est assez simple. Je suis assez active sur LinkedIn. Donc, déjà, vous pouvez m'ajouter sur vos réseaux. Ça me fera plaisir aussi de vous avoir dans mon réseau, puis de parler avec vous si vous avez des questions aussi. Moi, je fais beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup faire des podcasts. Là, ce que je fais avec toi, j'aime beaucoup aider les gens. Donc, tu m'as dit que tu lançais ta chaîne. Moi, je t'ai dit, vas-y, go. Tu vois, j'aime beaucoup aider les gens. Donc, ça me fait plaisir aussi d'aider les gens juste en envoyant un petit message. Et après, pour retrouver Mapleur, on peut retrouver pareil sur LinkedIn, on a notre site internet donc mapleur.co, et quand je parlais des webinars, du blog, tout est fait tout est sur le site, c'est ça. Donc maplr.co pour retrouver toutes les informations et pour peut-être s'expatrier au Canada. Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, j'espère après avec ou sans ma fleur. Hein. Moi, voilà, l'essentiel c'est que les gens vivent leurs rêves et découvrent le monde. Après, si je peux y contribuer à mon niveau, avec grand plaisir. Et ce que je dis aux gens aussi, moi, je rencontre aussi beaucoup de monde. Par exemple, il y a des personnes qui viennent à Montréal juste pour les vacances. Moi, parfois, je rencontre des gens et puis je leur parle une fois qu'ils sont à Montréal, juste qu'ils ont des questions. Ça me fait aussi plaisir de boire un café. Tu sais, quand je t'ai dit, on a des locaux en centre-ville de Montréal, ils sont juste trop beaux. Parfois, j'invite les gens pour boire un café, puis ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir, Lilian.